Été 2003. Au cœur d'une forêt reculée d'Europe de l'Est, un groupe de randonneurs tombe sur quelque chose d'étrange, la carcasse tordue et rouillée d'un avion de chasse de la Seconde Guerre mondiale, dissimulé sous des décennies de mousse et de lianes. Dans le cockpit, toujours sanglé à son siège, se trouvent les restes squelettiques d'un homme. Sur la veste en lambeaux, une étiquette porte un nom glaçant, Harrington. Avant de lever le voile sur ce mystère bouleversant, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune histoire incroyable venue du passé. Introduction. Voici l'histoire du capitaine Daniel Danny Harrington, un pilote américain décoré de P-51 Mustang qui disparut sans laisser de traces pendant la Seconde Guerre mondiale. Le 14 juillet 1943, il décolle pour ce qui semblait être une mission à haut risque, mais habituelle, et ne sera plus jamais vu vivant. Pendant 60 ans, son destin restera l'un des mystères les plus tenaces de la guerre, jusqu'à ce qu'une découverte fortuite dans une forêt polonaise révèle une vérité à la fois plus étrange et plus tragique que ce que l'on avait imaginé. D'une petite ville au ciel de guerre, Danny Harrington grandit à Springfield, dans l'Illinois, dans une famille qui connaissait la valeur du travail et du sacrifice. Dès qu'il vit son premier avion étant enfant, il sut qu'il voulait voler. À 20 ans, il possédait déjà sa licence de pilote civil. Lorsque l'Amérique entra en guerre, il n'hésita pas. Il s'engagea dans l'United States Army Air Forces et gagna rapidement la réputation d'un pilote précis et doté de nerfs d'acier. À la mi-1943, il pilotait l'un des chasseurs les plus avancés de l'arsenal allié, le P-51 Mustang, chargé d'escorter les bombardiers au cœur du territoire ennemi. La mission. 14 juillet 1943. Ce matin-là, l'escadron de Harrington reçut l'ordre d'escorter une formation de B-17 Flying Fortress à travers l'est de la Pologne, une région lourdement défendue par les forces allemandes. Les missions dites routinières au-dessus des lignes ennemies n'avaient rien de routinier. Elles signifiaient affronter la DSSA, esquiver les chasseurs de la Luftwaffe et survivre à de longues heures en territoire hostile. Alors qu'Harrington grimpe dans son Mustang et roule vers la piste, il adresse un signe du pouce à son ailier. Quelques instants plus tard, il s'élance dans les airs, en route vers le danger. Ce sera la dernière fois que quelqu'un de sa base le verra. Le dernier appel. Radio, 2 heures après, le début de la mission au-dessus du territoire ennemi. La voix de Harrington grésille dans la radio. Sous tir nourri, moteur touché, perte de pression d'huile. Je vais essayer de revenir. Un autre pilote aperçoit alors le Mustang de Harrington, laissant derrière lui une traînée de fumée, entamant une descente, mais encore sous contrôle, s'éloignant de la formation. Le début de l'enquête. Les autorités locales furent les premières à répondre à l'appel des randonneurs. En quelques heures, des historiens militaires et des experts en aviation polonais se rendirent sur place. Ils comprirent immédiatement qu'il ne s'agissait pas d'un simple accident. L'avion était étonnamment bien préservé et protégé pendant des décennies par l'épais couvert forestier. La priorité était de confirmer l'identité de l'appareil. Sous la saleté du fuselage, on distinguait les marquages effacés USAAF, United States Army Air Forces, et un numéro de série partiel. La comparaison avec les archives de guerre confirma qu'il s'agissait du P-51 Mustang du capitaine Daniel Harrington, porté disparu le 14 juillet 1943. 60 ans plus tard, l'avion perdu venait d'être retrouvé. Les derniers instants du pilote.
Lorsque les légistes retirèrent avec précaution les restes de Harrington du cockpit, ils remarquèrent quelque chose d'étrange, aucune fracture majeure, typique d'un impact à grande vitesse. Les blessures semblaient correspondre à un atterrissage forcé maîtrisé. Le train d'atterrissage était rentré, et les arbres alentours étaient brisés non arrachés, ce qui suggérait qu'il avait plané à basse altitude avant le choc. Dans le cockpit, on trouva son pistolet réglementaire, toujours dans son étui, un couteau de survie dans sa botte, et un petit sac en toile contenant une boussole et une carte pliée marquée d'un itinéraire possible vers l'ouest. Tout indiquait que le capitaine Harrington s'était préparé à survivre. Un indice troublant. Mais il y avait plus. Coincée entre le tableau de bord et la structure du fuselage, une douille de calibre .25. Le type utilisé par son arme de service fut découverte. L'avait-il tiré en légitime défense, contre qui aucun rapport allemand ne mentionnait la découverte de ce Mustang abattu et aucun impact de balles supplémentaires ne fut trouvé après l'atterrissage. C'était une question à laquelle les enquêteurs ne pouvaient pas encore répondre. Objet personnel. Parmi les débris, on retrouva également des effets personnels. Dans la poche de sa veste se trouvait un étui métallique contenant 2 cigarettes intactes, un briquet corrodé, gravé des initiales DHH et une photo d'une jeune femme souriante, tenant un chiot dans ses bras, sa fiancée, Margaret Maggie Lane, en Illinois. La découverte la plus poignante fut peut-être une lettre pliée scellée dans une pochette plastique, adressée simplement « À celui qui me trouvera ». La lettre, le papier était fragile, l'encre fanée, mais lisible. « Si vous lisez ceci, c'est que je ne suis pas rentré. J'ai dû atterrir derrière les lignes ennemies à cause d'un problème moteur. J'essaierai de rejoindre les lignes alliées à pied. Dites à ma famille que j'ai pensé à eux jusqu'à la fin. Danny Harrington ». Aucune date n'apparaissait sur la lettre. Cela laissait ouverte la possibilité que Harrington ait quitté le site du crash et que ses restes ne soient pas restés dans le cockpit dès le départ. Traces dans la forêt. À quelques mètres de l'épave, les archéologues mirent au jour les vestiges d'un feu improvisé, charbon et branches, partiellement brûlés, enfouis sous des couches de feuilles mortes. Les analyses indiquèrent que le feu datait des années 1940. Harrington l'avait-il allumé? Et si oui, pourquoi revenir au cockpit? Se cachait-il des patrouilles, attendant un sauvetage qui ne vint jamais? Les archives militaires. Aux États-Unis. Les chercheurs consultèrent les archives militaires. Des rapports déclassifiés de 1943 mentionnaient un avion allié non identifié, aperçu par des unités allemandes dans la région, mais sans aucune capture confirmée par la suite. Un élément intrigant, apparu la même semaine, des résistants aidèrent un pilote allié à se diriger vers la frontière slovaque. Impossible de confirmer qu'il s'agissait de Harrington, mais les dates et les lieux coïncidaient de manière troublante. Le mystère s'épaissit. À la fin de la première phase de l'enquête, les experts avaient de plus de questions que de réponses. Le Mustang avait atterri suffisamment intact pour qu'Harrington survive. Il disposait de vivres d'une arme et d'un plan. Pourtant, son histoire se terminait dans ce cockpit, seul conservé dans le silence pendant 6 décennies. Ce qui s'est passé entre l'atterrissage et sa mort reste l'une des grandes énigmes de l'aviation de la Seconde Guerre mondiale, le monde. En 1943, l'été 1943, l'Est de la Pologne était un territoire extrêmement dangereux. Les forces allemandes contrôlèrent les villes, les lignes ferroviaires et les routes principales.
Des patrouilles passaient quotidiennement dans les villages, à la recherche de partisans ou de toute personne susceptible d'aider les Alliés. En plus de la menace constante d'être capturée, la forêt elle-même représentait un danger loup, manque de nourriture et réalité brutale qu'un homme seul pouvait disparaître sans laisser de traces. Si le capitaine Harrington avait survécu à l'atterrissage de son Mustang, sa survie dépendait désormais de sa capacité à rester invisible et à trouver des gens prêts à risquer leur vie pour lui. Les réseaux de résistance, la résistance polonaise, l'Armia Krajowa, armée de l'intérieur, opérait en petites cellules clandestines. Ses membres faisaient passer des renseignements, sabotaient les lignes de ravitaillement et, lorsque c'était possible, secouraient les aviateurs alliés abattus. Les historiens ont confirmé que durant juillet 1943, des courriers de la résistance transportaient des informations depuis le front Est vers des contacts alliés. L'itinéraire passait à moins de 50 kilomètres de l'endroit où l'on retrouverait plus tard le Mustang de Harrington. Un contact possible. Un vétéran de la résistance, interviewé plusieurs décennies plus tard, se souvenait avoir aidé un pilote américain qui parlait à peine polonais. L'homme avait une jambe blessée et portait un petit pistolet. Selon le témoin, ils lui donnèrent de la nourriture et lui indiquèrent un chemin vers l'ouest en direction des lignes amies. Mais il n'y arriva jamais. Était-ce Harrington? La description correspondait parfaitement jusqu'à la légère boiterie confirmée plus tard par les analyses médico-légales de ses ossements, les dangers de la fuite. S'évader du territoire ennemi n'avait rien de simple. Les postes de contrôle allemands surveillaient toutes les routes principales, et quiconque sans papiers adéquats risquait l'arrestation ou l'exécution immédiate. De nombreux aviateurs capturés étaient envoyés dans des camps de prisonniers de guerre, mais ceux qui portèrent des armes, surtout dans les zones à forte activité partisane, pouvaient être abattus sur place. Si Harrington se déplaçait dans ce paysage hostile, chaque heure était un pari contre la mort. Une piste qui se refroidit. Les registres militaires postérieurs, à juillet 1943, ne mentionnent aucun pilote américain secouru dans cette région. En revanche, les journaux de certaines unités allemandes indiquent une augmentation des opérations de sécurité près de la forêt où le Mustang fut retrouvé, patrouilles, arrestations et rapports sur des agents étrangers circulant dans la zone. Mais aucune mention directe de Harrington. S'il avait été capturé, les documents ont pu être perdus ou détruits intentionnellement. Des questions sans réponse. Pourquoi alors ces restes furent-ils retrouvés dans le cockpit? Une théorie suggère qu'Harrington, blessé et peut-être traqué, serait revenu à l'avion pour récupérer des provisions et n'aurait pas eu la force de repartir ou se serait caché à l'intérieur, espérant échapper à ses poursuivants. Une théorie plus sombre suppose que les troupes allemandes l'auraient trouvé vivant, exécuté puis replacé dans le cockpit pour simuler une mort survenue lors du crash. Des fragments de vérité. Ce qui est certain, c'est que le site du crash était devenu une véritable capsule temporelle. La cabine fermée, l'isolement de la forêt et l'absence d'intervention humaine, pendant des décennies, avaient en figé un moment précis, de 1943. Son histoire resta suspendue dans ce silence, jusqu'à ce que des randonneurs la redécouvrent, rallumant un mystère qui peut-être ne sera jamais entièrement résolu. Le voyage du retour. Lorsque l'enquête en Pologne fut achevée, les préparatifs commencèrent pour rapatrier les restes du capitaine Harrington aux États-Unis. L'agence américaine chargée des prisonniers de guerre et des disparus des PAA, en coopération avec les autorités polonaises, prépara soigneusement la dépouille.
Un après-midi pluvieux de septembre 2003, un cercueil recouvert du drapeau américain fut chargé à bord d'un avion militaire sur le tarmac de l'aéroport Chopin de Varsovie. Pour la première fois en 60 ans, Danny Harrington rentrait chez lui. Une ville en attente, à Springfield, Illinois. La nouvelle se répandit rapidement. Des associations de vétérans des écoliers et de simples habitants se rassemblèrent le long des rues du retour de l'aéroport jusqu'au funérarium. Beaucoup brandissaient de petits drapeaux américains. Pour les plus anciens, le nom Danny Harrington n'était pas seulement celui d'un héros local, c'était une plaie ouverte qui n'avait jamais cicatrisé. La réaction de la famille. Margaret Maggie Lane, fiancée d'Harrington pendant la guerre, s'était mariée avec un autre homme par la suite, mais vivait encore à l'âge de 82 ans. En apprenant la nouvelle, elle éclata en sanglots. « J'ai toujours cru qu'il était quelque part attendant de revenir », déclara-t-elle à la presse. « Maintenant je sais où il était tout ce temps. » La sœur cadette d'Harrington, Ruth aujourd'hui septuagénaire, se tint près du cercueil pendant la veillée. Elle lui murmura quelques mots et glissa à l'intérieur une petite croix en argent, la même que Danny lui avait offerte avant son départ pour la guerre. Les funérailles. Les obsèques eurent lieu avec tous les honneurs militaires. Une garde d'honneur impeccable dans ses uniformes se tenait droite, fusils à l'épaule. Le son d'une trompette jouant taps résonna dans le cimetière. 3 salves furent tirées. Un officier plia le drapeau avec précision et le remit à Ruth avec ces mots. « Au nom d'une nation reconnaissante, pour beaucoup, cette cérémonie n'honorait pas seulement Harrington, mais aussi tous les soldats dont le destin reste inconnu. Une connexion surprenante. » Quelques mois plus tard, les historiens découvrirent un fait surprenant. Un autre aviateur, allié un as britannique du Spitfire nommé Peter Wallace, avait été abattu en Yougoslavie en 1943. Dans son journal retrouvé des années plus tard, il mentionnait avoir rencontré un pilote américain de Mustang nommé Danny, alors qu'il se cachait avec des partisans. Si cela était vrai, Harrington aurait non seulement survécu au crash, mais parcouru des centaines de kilomètres vers le sud, avant de disparaître à nouveau. Les dates et les lieux correspondaient suffisamment pour que les historiens s'interrogent: le périple d'Harrington avait-il été bien plus long et complexe qu'on ne l'avait jamais imaginé? Un héritage durable. Qu'il s'agisse ou non d'Harrington, cette histoire devint un symbole de persévérance et de sacrifice. L'épave de son P-51 Mustang repose toujours en Pologne, préservée comme mémorial pour les pilotes alliés qui ne sont jamais rentrés. Aujourd'hui, les écoliers locaux visitent le site chaque année, apprenant l'histoire de l'aviateur américain dans la forêt. Des questions qui subsistent. Même après le retour de Harrington au pays, son histoire demeure entourée de mystères. Pourquoi ces restes ont-ils été retrouvés dans le cockpit, alors que tout laisse penser qu'il avait survécu à l'atterrissage? Avait-il réellement rencontré des partisans, et peut-être même le pilote britannique Peter Wallace, dans les mois suivant sa disparition? Et si oui, qu'est-ce qu'il aurait ramené vers son Mustang dans cette clairière silencieuse? Les principales théories des historiens. La théorie de l'abri improvisé. Certains pensent qu'Harrington utilisa le cockpit comme abri provisoire pour échapper à la capture. Blessé et épuisé, il aurait succombé à ses blessures ou aux conditions naturelles seul dans son avion. 2. La théorie de la mise en scène. D'autres soupçonnent que les troupes allemandes l'auraient capturé, vivant exécuté puis replacé dans le cockpit, afin de faire croire à une mort lors du crash. Cette hypothèse
expliquerait la douille de calibre, .45, et l'absence de tout rapport officiel de prisonniers. 3. La théorie du long voyage. Les partisans du témoignage de Wallace imaginent qu'Harrington aurait parcouru une longue distance vers le sud, avant que son corps ne soit rapporté au site du crash des années plus tard, par des habitants voulant l'honorer, une capsule temporelle dans la forêt. Quelle que soit la vérité, le P-51 Mustang de Harrington est devenu bien plus qu'une simple épave de guerre. Il est un instant figé dans l'histoire, un rappel des dangers auxquels de jeunes hommes étaient confrontés lorsqu'ils partaient combattre loin de chez eux. Pendant 60 ans, la forêt a gardé le secret de Harrington jusqu'à ce qu'un hasard permette de le révéler au monde. L'homme derrière, la légende pour sa famille. Danny Harrington n'était pas qu'un nom sur un monument ou dans un rapport militaire. Il était un fils, un frère, un fiancé, un jeune homme passionné par le vol amateur de jazz et de pêche estivale. Le ramener chez lui permit enfin de clore un chapitre douloureux ouvert depuis 1943, les derniers mots. Lors des funérailles, sa sœur Ruth prononça ces paroles simples. « Danny n'est pas mort, oublié dans cette forêt. Il est rentré chez lui, et maintenant tout le monde connaît son histoire. Si cette histoire vous a touché, partagez-la, pour que le capitaine Harrington et les innombrables disparus au combat ne soient jamais oubliés. Abonnez-vous à notre chaîne pour d'autres récits véridiques qui méritent d'être racontés. Et souvenez-vous, l'histoire ne reste pas toujours enterrée. Parfois elle attend patiemment que nous soyons prêts à la découvrir.